Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Vous venez d'être élu? Très bien. Quel est votre statut? Voyons ça en quelques minutes. 1. Un certain nombre d'élus, pas que les élus d'ailleurs, doivent faire des déclarations de situation patrimoniale. Attention, sinon il peut y avoir une sanction pénale, si on l'oublie. Donc voici quelques détails. 2. On peut aller voir son employeur qui doit vous accorder un entretien pour voir comment on va s'organiser. Mais attention, ne signez pas d'avenant alors que si ça se trouve, le droit normal, commun, s'appliquera et vous sera plus favorable. Signer un avenant n'est pas une mauvaise idée, mais réfléchissez-y, prenez du temps. Et l'employeur, lui, ne pourra pas vous donner des conditions de télétravail moindres que ce qu'auraient d'autres salariés à situation comparable. Évidemment, les élus ont un magnifique principe de non-discrimination dans leur carrière au regard du fait qu'ils sont élus. Mais enfin bon, avant de prouver qu'il y a eu discrimination, c'est toujours difficile. 5. Gros morceau, les autorisations d'absence. Vous avez besoin d'aller en séance du conseil, dans des commissions instituées par le conseil, dans des réunions où vous représentez la commune. Attention, cette liste est limitative. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez le droit de dire à votre employeur, public ou privé, désolé, mais je vais devoir aller à cette réunion, à telle date. Il faut le prévenir, cet employeur, dès que vous le savez. Et l'employeur n'est pas obligé de vous rémunérer, ce qui est important parce que cette formulation permet à certains agents publics d'être rémunérés quand même, c'est assez rare. Sauf qu'il n'y a pas que les réunions, on peut parfois avoir besoin d'avoir du temps pour soi pour préparer des réunions, pour aller sur des réunions de chantier, pour aller dans des groupes de travail informels, etc. Bon, la réalité c'est que les élus la plupart du temps prennent sur leur temps personnel, le week-end, les vacances, le soir, on le sait. Mais néanmoins, on peut demander à son employeur de partir du travail aussi pour ces autres moments, mais dans ce cas-là, c'est un tout autre régime qui s'applique, c'est un système de crédit d'heures trimestriel, non reportable d'un trimestre sur l'autre, avec quelques majorations qu'il est possible de voter, mais attention, au total, pas plus de la moitié du temps de travail ne pourra être consommé par ces autorisations d'absence et ces crédits d'heures. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe si vous êtes à temps partiel? Eh bien, si vous êtes à temps partiel, on appliquera un prorata. Pareil pour les enseignants, un prof certifié par exemple, eh bien, on appliquera un prorata sur une base de 18 heures présence élève. D'où le tableau que voici. Alors, on peut aussi se dire, non, mais je vais carrément arrêter mon travail. Eh bien oui, on peut suspendre son activité pour exercer son mandat. Ça passera pour une suspension pour les salariés de droit privé, pour des postes de maire, adjoint maire, président ou vice-président de PCF, ce qui était propre, selon un régime assez complexe, avec des rattachements notamment de sécu assez différentes et des droits de stage de remise à niveau à la fin, etc. Ok. Et puis, il y a plusieurs droit à la formation. C'est un régime assez complexe qu'on ne va que survoler rapidement. 1. Il y a un régime de droit individuel à la formation des élus qui a été renouvelé à l'été 2020 avec un système de crédit d'heures de 20 heures au début de chaque année de mandat, un système qui passe par la Caisse des dépôts, etc. Et puis à côté, il y a le droit classique à la formation des élus locaux où là, il y a un système d'enveloppe à utiliser en fonction du plafond de 20% de ce qu'est le plafond des indemnités de fonction, mais il doit y avoir un vote sur ce montant précis et sur les modalités d'exercice de ce droit. Il peut y avoir des remboursements de frais de déplacement à cette occasion, mais aussi une compensation de perte de revenus, c'est assez limité, voici les détails, et un régime de demande à l'employeur sur un formalisme assez strict. Et là, on est sur 18 jours pour la durée du mandat de formation pour ce régime-là, indépendamment des autorisations d'absence et des crédits d'heures qu'on a vus tout à l'heure. Il y a un autre aspect, c'est, bah oui, mais on apprend des choses finalement en devenant élu. Eh bien, est-ce que je peux faire une VAE, valoriser ses acquis pour la suite de ma carrière? Oui, mais sur ce point, les textes sont à venir. Et puis, bah, comme pendant ce temps-là, on n'est pas rémunéré, il faut bien qu'on ait de quoi vivre. Alors, le régime a prévu des indemnités de fonction qui ne s'appliquent pas sans texte. Pas d'indemnité sans texte, législatif ou réglementaire, pas d'indemnité sans délibération avec un bémol pour certains cas d'élus, quelques cas de majoration pour certaines communes, chef-lieu, ex de canton, arrondissement, communes DSU, etc. Et il y a la possibilité de prendre le montant maximum de l'enveloppe d'argent maire et adjoint et de prendre dans cette enveloppe pour donner d'autres conseillers municipaux. Alors, sauf que cette indemnité de fonction, elle est duale. Pour partie, ça remplace des revenus et puis pour partie, ça correspond à des frais, des dépenses en fait qu'a eu l'élu. Eh bien, le droit en a tenu compte. Pour partie, ça sera fiscalisé et saisissable. Et pour partie, ça sera ni fiscalisé ni saisissable. C'est la fraction représentative de frais d'emploi, dont voici les montants. À côté de ça, il y a tout un régime
de remboursement de frais qui est très réglementé, avec même un régime particulier de frais d'augmentation pour les maires. C'est assez compliqué comme régime. Et puis, les communes de taille modeste ont une dotation spéciale, élue locale, pour compenser le fait qu'elles ont des dépenses à ce titre. Les élus ont aussi le droit d'être protégés, parce que les élus peuvent se retrouver victimes dans l'exercice de leurs fonctions, injuriés, subir un accident, ou être poursuivis pour des infractions. Eh bien, pour tout ceci, la commune leur doit une protection dite fonctionnelle, avec quelques bémols lorsque l'élu est la personne poursuivie pour des infractions intentionnelles, mais là on est sur un régime assez compliqué. Alors, puisque la commune doit cette assurance et cette protection, on pourrait se dire, du coup, moi élu, je n'ai pas besoin de prendre une assurance, puisque la commune, finalement, d'une certaine manière, me doit déjà cette protection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais intellectuellement, théoriquement, c'est pas faux. En pratique, prenez une assurance si vous êtes maire ou adjoint au maire ou conseiller délégué dans un domaine un brin dangereux. Parce que même dans les cas où la commune vous doit protection, assurance, il sera quand même fort commode de ne pas avoir à batailler avec la commune pour avoir cette protection. Il y a un régime assez compliqué aussi de sécurité sociale. Alors, il y a une affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques, à quelques détails près comme les syndicats mixtes, mais pour les élus notamment qui interrompent leur mandat, on a des régimes assez variés sur ce point. Et puis il y a la retraite. Alors, parfois il y a le régime de la sécurité sociale, mais surtout à la base, les élus cotisent à une caisse qui est celle des non-titulaires de la fonction publique, l'IRCANTEC. Mais à ceci s'ajoute, possiblement, y compris avec des rachats de trimestres sur les mandats passés, des retraites complémentaires, les deux classiques étant Fompel ou Carrel. Alors vous allez me dire, tout ceci c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de choses à voir. Ben oui, il y a beaucoup de choses à voir. Alors vous savez quoi? Si vous cherchez des informations, moi je vous conseille une chose. Allez voir sur le site de l'AMF, amf.so.fr, ils mettent à jour plusieurs fois par an un guide très bien fait sur ces questions-là. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. N'hésitez pas à vous abonner après. Au revoir.